Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine pour une nouvelle brise d'été. Eh bien, en cette fin du mois d'août, on arrive presque, voilà, il ne reste plus que quelques jours et après, bon, bah, c'est la rentrée. Mais la rentrée, ben, il faut bien la préparer et puis surtout, il faut rester serein, calme et surtout vigilant en matière de pandémie. On en parlera avec les deux professeurs qui sont avec moi, le professeur Nadir Bossof, épidémiologue et membre de la commission nationale chargée du suivi de la pandémie, mais aussi chef de service épidémiologie du CHU de Constantine. Et avec lui, le professeur Fodel Khalifa, qui va représenter d'abord l'Institut Pasteur et qui va aussi nous parler de tout ce qu'il faut faire et pour rester quand même en marge de cette pandémie qui est là, qui ne veut pas partir, même si tous les indices font qu'on peut être optimiste, mais à condition d'être toujours vigilant. Dans la deuxième partie, on reste dans le sujet, c'est toujours dans la pandémie, mais on va aller vers Sétif et le mouvement associatif, ce qu'il fait encore en matière de sensibilisation, en matière de formation pour rester, pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner, pour justement rester aussi vigilant et continuer à respecter les mesures barrières. Tout ça, bien sûr, avec quelques chansons. Et justement, nous allons d'abord commencer. On avait l'habitude d'écouter Mohamed Tahar Fergani et Mohamed Hamdi chanter Constantine. Bien, on va la changer, puisque Constantine est chanté par plusieurs chanteurs, notamment Bouch Ala, qui lui chante à sa façon, mais avec de belles images, Inch'Allah. قسمطينة مدينة الهوى وبلاد الرياس قسمطينة بلاد الدين والعلماء بلاد الدين والعلماء اللي صارك بالانتماء ناس الذكر والفهام ناس الذكر والفهام بن باديس والعلماء بسم الله نبدا كلامي قسمطينة هي غرامي نتفكرك في منامي انتي والوالدين الله بسم الله نبدا كلامي قسمطينة هي غرامي على السويقة نبكي ونوح رحبت الصوف قلبي مجروح سيدي بزار قول له روح الرصيف والجزارين الله بسم الله قسمطينة هي غرامي نتفكرك في منامي
صحبة الصوف يا إخواني سيد الجليس نفجي غرامي جلسة بكلام ومعاني سوق العصر حبيب المسكين الله قصر البي والملوك المنصورة سيدي مبروك يا البيضاء رانا نحبوك ولاد الخضرة معروفين الله Voilà, une petite balade qui, j'espère, vous aura fait plaisir. On a changé la chanson avec les belles images de Constantine. C'est vrai qu'on a une belle ville. Hein. Oui. Il faut le dire. Bonjour Ismaël. Bonjour d'abord. Bonjour Fodé Fefa. Bonjour Nadir Bossof. Bonjour Ismaël. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je crois qu'on a une des plus belles villes du monde hein, quand on fait le tour un petit peu surtout la vieille ville. Ouais. Et c'est une ville millénaire. Il n'y a rien à dire, c'est une très très belle ville. Très belle Il nous ville. faudrait une mer artificielle, je pense, pour combler, parce que c'est tout ce qui manque. Il manque que la mer. Ah, il y a la piscine déjà, c'est Dimsid. Hein. Ah, mais là, c'est des vieux souvenirs. Là, c'est difficile. Bon, on n'est pas là pour parler de la ville de Constantine, Oui, non, tout à même fait. si c'est un sujet très intéressant que l'on Oui, aime particulièrement. débattre, et puis surtout parce que je sais que les Constantinois aiment raconter leur ville. Donc, surtout, on dit Constantine, on dit Constantine, c'est ça, hein, c'est ça. Nadir. نحيو النون ونحطوا الميم. قسنطينة قسنطينة. C'est vrai. Ça. Voilà, mais bon, mais on n'est pas là pour parler de Constantine, je disais, on est là pour parler de pandémie. Oui. C'est plus sérieux, c'est plus grave, la maladie est là. Alors, bien sûr, pourquoi on vous fait appel, professeur Nadir Bossof, c'est pour avoir d'abord un état des lieux au jour d'aujourd'hui, à la fin du mois d'août, où en est-on avec la pandémie, exactement. Bonjour Smaïl, bonjour chers téléspectateurs de la télévision algérienne, Canal Algérie particulièrement. Alors, merci d'abord pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et c'est un devoir d'éclairer l'opinion publique, de leur donner l'information qu'il faut, parce que c'est très très important d'avoir une bonne information. Oui. Quand on ne connaît pas, quand on ignore, on a toujours peur. Et quand on a peur, on est toujours violent. C'est la cascade de l'être humain naturel. Donc, pour revenir à la pandémie elle est mondiale. En tant qu'épidémiologiste, moi je dis toujours, je mesure cette situation par rapport d'abord à deux dimensions, la dimension temps et la dimension espace. Quand on parle de pandémie, c'est-à-dire que le monde entier est touché. Aujourd'hui le 30, j'ai fait une petite récap hier pour dire que à la population algérienne, il ne faut pas vous laisser y aller comme ça. Il ne faut pas se relâcher. Voilà, il ne faut pas se relâcher. Il Il faut toujours rester vigilant, prudent, parce que la situation n'est pas encore stable. Tant qu'il y a toujours un cas de la Covid, il y a toujours menace, il y a toujours risque de rebondissement, il y a toujours risque de saturation des services de santé. Je reviens à la situation épidémiologique dans l'ensemble du globe terrestre. Oui. On est, Smaïl, à 217 millions, plus de 217 millions de cas notifiés, avec la gravité qui est de l'ordre de 4,5 millions de décès. Vous voyez la dimension. Donc il y a beaucoup de... Il faut dire qu'un cas confirmé, c'est un cas qui est quand même assez sérieux, Oui, qui a bien été sûr. confirmé par test, Tout à fait, pas, tout à fait. pas par symptômes, mais par Tout à test. fait, tout à fait, tout à fait. Un certain temps, on a eu recours au scanner, on a eu recours, mais là, le test biologique, c'est lui qui confirme le cas, qui sera notifié et déclaré en tant que cas. Le deuxième point, toujours dans l'espace, il faut savoir que cette pandémie a commencé par l'Asie, la Chine. En Chine. Je vais mettre un point, c'est-à-dire une nota bene. La Chine, depuis, en voyant uniquement les statistiques, la Chine était la première Touché. touchée. Avec un certain, en avril, mai 2020, ils étaient à 85 000 cas
et quelques décès. Après 18 mois, la Chine n'a pas dépassé les 100 000 cas. D'accord. Ça veut dire que Elle la est toujours situation à maîtrisée. 94 000 hier. D'accord. Et avec avec un nombre de décès, on ne peut pas dire taux, mais un nombre de décès qui n'a pas dépassé les 5 000. Vous voyez donc que la Chine, elle s'est déclassée au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie. Donc, je reviens toujours dans l'espace, c'est que le premier continent, si on fait une petite répartition des cas sur l'ensemble des continents. Le premier continent touché, c'est bien l'Asie, avec plus de 69 millions. Le deuxième, c'est le vieux continent, avec plus de 55 millions de cas notifiés. Et le troisième, c'est l'Amérique. Vous voyez la trajectoire de cette pandémie. L'Amérique du Nord, avec bien sûr 45 millions de cas. Et enfin, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, avec une trentaine de millions. Et enfin, l'Afrique avec 7,7 millions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dépassé les 8 millions. Donc le taux le moins élevé, c'est l'Afrique. Vous voyez, ça sur le plan espace. C'est-à-dire que le monde entier est touché et restera touché et on est en plein dedans. On ne peut pas dire qu'on est sauvé, qu'on peut se mettre à l'aise et reprendre la vie. Pour reprendre les bonnes vieilles habitudes, il faut encore du temps. Il faut le dire, il faut souligner, c'est pas pour demain la veille. Beaucoup de temps. Même si on arrive à stabiliser la situation, il faut dire que tant qu'il y a un cas, comme vous le disiez, oui, il y a toujours le risque. Voilà, le risque d'abord de contagion et de reproduction du virus. Tout à fait. Et surtout, surtout avec ce delta. Ce delta qui a une très grande transmissibilité, une très grande contagiosité. C'est un variant très très contaminateur. Et je vous assure que les études ont retrouvé que ce delta, il a augmenté de 50% le taux des hospitalisations. C'est des études scientifiques. Surtout les décès aussi, il a fait beaucoup de... Tout à fait, tout à fait. On avait dit depuis le début de cette pandémie, tant qu'il y a beaucoup de cas, il y aura beaucoup d'hospitalisations. Il y aura beaucoup de cas graves qui passeront aux soins intensifs et qui passeront à l'intubation, à la réanimation. Et à partir de ce petit échantillon qui traverse la barrière des soins intensifs, il y aura des décès qui restera toujours aussi entre 2 et 3%. D'accord? Donc, je demande toujours la vigilance. Et la situation dans notre pays, parce que là, bon, la situation si on revient, on va revenir un peu. Bon, là, c'est la situation. Ça, c'est le monde. Je reviens un petit peu au Maghreb. Oui, bien sûr, au Maghreb. Comme ça, on aura une idée sur la répartition de cette pandémie dans l'espace maghrébin. Si on se compare à nos voisins, on a moins de cas, on a moins de décès. Donc, le Maroc, la Tunisie, c'est plus d'un demi-million de cas notifiés. Et on n'a pas encore franchi la barre de 200 000 en Algérie de cas notifiés, tout en sachant que le nombre de décès, maintenant, il est à 5 000 et quelques. Cependant, la Tunisie elle est à 20 000 décès. Le Maroc, il est à 12 000 décès. Donc, en comparant les deux situations, peut-être que l'Algérie, en rapport avec les mesures, c'est des mesures qui ont été draconiennes au début. Le confinement, les confinements, oui, le confinement les frontières étaient hermétiquement fermées. Oui. Nous nous sommes isolés du monde pour une période de, je pense, Faudel, c'est ça, pour une période d'une année presque, oui, que l'Algérie, les frontières de l'Algérie ont été fermées hermétiquement, et ce qui a donné Je pense que la gestion de la crise, avec l'aide de la commission scientifique, il faut le dire, il faut dire que même les plus hautes autorités du pays ont toujours consulté les scientifiques. Je pense que c'est ça qui a amélioré la gestion de la crise. Tout à fait, Smaël, parce que cette situation a été gérée en fonction de l'évolution des choses. On ne connaît pas le coronavirus comme il faut. Il y a toujours des cas particuliers. Même le traitement a évolué en fonction de l'évolution de la maladie.
c'était respiratoire, puis il y a un problème de coagulation, puis il y a l'affaire de l'inflammation, donc l'introduction des anti-inflammatoires, l'introduction des anticoagulants, l'oxygénothérapie. À chaque fois. D'ailleurs, Smaïl, il y a beaucoup. D'ailleurs, dans ce mois-ci, il y a 3 ou 4 instructions, dans le sens où l'actualisation de la prise en charge de la Covid en général, au niveau des hospitalisations. Il y a aussi une instruction qui parle de la Covid, la prise en charge de la Covid chez l'enfant. Il y a aussi une instruction qui parle de la prise en charge de la Covid chez le nouveau-né. Donc ça veut dire que le suivi est fait en fonction des évolutions régulièrement. Régulièrement. Bon, mais Fodel Khalifa est bien silencieux, mais oui. Je sais qu'il... Non, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais parce qu'il faut d'abord toujours brosser un état des lieux. Tout à fait. Où on en est, où on semble, parce qu'à chaque fois, bon, c'est bien beau d'avoir chaque jour tant de cas, tant de décès, mais où est Narana? Pour terminer, le tableau. Le tableau, le monde, le Maghreb, l'Algérie et Constantine. Je parle particulièrement de Constantine, et que si on fait un calque sur la courbe épidémique avec ces 3 vagues, on constate au niveau du CHU que la tendance, elle est la même pour le nombre des admis, parce qu'on a beaucoup d'admis jusqu'à maintenant, on est presque à saturation au CHU, on tourne autour de 140 malades hospitalisés. Il faut savoir aussi que, et Fodé le confirme, qu'à chaque lot de prélèvement, on a presque 100% de positivité. C'est-à-dire si on envoie 20 prélèvements, c'est 20 positifs. C'est 20 positifs. Alors qu'avec les variants précédents, c'était autour de 50, 25, 30, c'est pas tout le monde. Il y avait un pourcentage. Mais actuellement, c'est presque la même chose, la courbe, avec les décès. Il y en a toujours des décès. Il y a toujours l'augmentation, elle est cohérente. C'est-à-dire, si on a un nombre d'admis plus élevé, on aura un taux de positivité plus élevé et on aura un taux de décès plus élevé aussi. Voilà. Alors, ça, c'est la situation. Tous les cas sont positifs. Écoutez, c'est du 100%. À partir du moment où c'est le variant Delta, je vous l'ai dit l'émission précédente, à travers nos PCR, on constate que pratiquement 90% des virus, des PCR positifs sont des variants Delta. Et étant donné que c'est un virus extrêmement contagieux, presque 100% de nos PCR sont positifs actuellement. Pratiquement. Alors qu'avant l'avènement de ce variant Delta, on tournait autour de 50% de PCR positifs. Alors, faut-il faire comme les serial killers, hein, les criminels, le profil, la photo, il ressemble à quoi ce Delta qui est plus virulent que les autres? Si on peut faire un profil. Serial killer. Serial killer. Tueur en série. Écoutez, il ressemble à son frère aîné, hein, qui est le virus classique. Ouais. Sauf qu'il a, comme je vous l'ai dit, de petites variations qui sont à son avantage, donc des petites mutations qui sont à son avantage, qui lui permettent de mieux s'agripper, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, de mieux s'agripper à son récepteur et donc de mieux contaminer. Il contamine beaucoup plus rapidement et les charges virales sont beaucoup plus élevées par rapport à son frère aîné. Ouais. Voilà les raisons qui font qu'il est prédominant de par le monde actuellement. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que les téléspectateurs doivent savoir que sur 195 pays, NetDL le sait, 189 ont été contaminés, concernés par la Covid. C'est énorme. C'est une pandémie. C'est énorme. Oui. Et le chiffre de 217 millions de contaminés, PCR positifs, c'est-à-dire prouvés, c'est la partie de l'iceberg qu'on voit. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas accès à la PCR, surtout le continent africain. La PCR reste un examen cher, les gens l'ignorent peut-être. C'est un examen qui est lourd. Qui coûte cher. Et qui coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc certains pays ne peuvent pas se permettre de faire de grands dépistages nombreux avec la PCR. Le dépistage massif, c'est trop cher, il faut dire. C'est trop cher. Bon, l'Europe se le permet. Mais si on prend les pays sous-développés, eux ne peuvent pas se le permettre. Est-ce que c'est une question de réactif ou c'est... De cherté. C'est un examen qui est cher, c'est des équipements qui sont chers, et c'est un examen qui est lourd. Une PCR en moyenne, c'est
5 heures, 6 heures de temps. Hein, Quand même. Et ça mobilise pour 100 prélèvements. Ça mobilise du personnel et ça demande des réactifs, ça demande du temps. Et les réactifs, est-ce qu'on les fabrique ici ou est-ce qu'on doit les... Non, non, ce sont des réactifs qui sont importés. Donc ce qui explique que... Il était question qu'on en fabrique. Bon, à un certain moment, il était question qu'à l'Institut Biotechnologie, on fabrique des tests PCR qui ressembleraient au glucomètre, pas très loin. Je ne sais pas où en est le projet, mais pour l'instant, nous, nos réactifs sont importants. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons remarqué à travers nos PCR l'apparition de ce delta. Parce qu'avant le delta, il y avait 2 variants qui circulaient dans l'Est algérien, puisque nous prenons en charge un petit peu les PCR de l'Est. Nous avions le Nigeria. Et l'Indien. Non, pas l'Indien. Le Britannique. Ah, le Britannique, pardon. Le Nigérian et le Britannique. Et donc nous, en faisant nos PCR, on remarquait que le gène S était négatif. Le gène S, c'est le gène... C'est du chinois pour moi, hein. Gène S. Allah, le gène S, moi j'ai rien compris. Allez, c'est juste pour expliquer. C'est la protéine qui permet, donc S, la pointe, qui permet au virus de s'agripper. Le Nigérian et le Britannique ont des mutations au niveau de cette protéine S. Donc nous, quand on fait nos PCR, on ne retrouve pas cette protéine S. Ce gène S qui permet donc la formation de la protéine S, on trouve d'autres gènes. Donc on a 2 autres gènes positifs et quand on a le gène S négatif, on suppose que c'était un variant britannique et nigérian. Et à partir de avril-mai, les gènes S ont commencé à se repositiver. C'était le début de l'apparition du variant de Delta, qui lui a un gène S positif. Et maintenant, toutes nos PCR, pratiquement 90%, ont des gènes S positifs et c'est du Delta. Et moi qui allais vous poser la question, comment vous reconnaissez le Delta du Britannique, du Nigérian, du Covid-19? Voilà, parce que c'est 3 virus différents, mais c'est de la même famille. On les suspecte, nous, à travers nos PCR, on les suspecte. Mais l'examen de confirmation, c'est le séquençage. Il faut faire un séquençage et ça se fait assez définitivement. Et là, c'est un examen qui coûte extrêmement cher. Encore beaucoup plus cher que la PCR et qui est très lourd. Ça coûte cher et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Oui. Et donc, il n'y a pas moyen de reconnaître le delta peut-être à d'autres indices. Vous savez, le portrait robot d'un criminel, hein, des fois on dit lunettes, moustache, voilà. Je ne sais pas. Hein. Mais pour confirmer que c'est vraiment le criminel, il faut avoir sa photo. D'accord. Il faut sa photo. Il faudrait d'abord le voir. Comme on ne le voit pas, il est invisible. C'est exactement ça le séquençage. Nous, on suspecte à travers nos PCR qu'il s'agit de variants. Donc on envoie nos prélèvements à Alger où ils sont séquencés et là ils nous disent c'est du Delta ou bien du Britannique. Juste avant, oui. Mais en général, Smaïd, dès qu'il y a un diagnostic pour le Delta, sur le plan épidémiologique, on n'a pas besoin de faire tout le monde le séquençage ou tout le monde d'avoir le Delta. C'est qu'il y a le Delta, il est là, et donc automatiquement avec ses caractéristiques de transmissibilité, de contagiosité, de contamination, donc on pourra dire que c'est le Delta qui est là et qui contamine tout le monde. Voilà, donc c'est quand on a un suspect, donc ça veut dire que le... Oui. Oui, bon, ça c'est pour mais sinon, bon, Delta, et puis moi j'ai lu quelque part Delta+. Le variant Delta+. Parce que ça veut dire que c'est une autre mutation? Tout à fait, tout à fait. Ce sont des mutations toujours au niveau de la protéine S, donc la pointe, ce qui permet au virus de s'agripper. Donc c'est des mutations qui le renforcent. Parce qu'il y a certaines mutations qui le rendent moins viable, délétère. Elles peuvent amener à l'extinction du virus, certaines mutations. Pour l'instant, les mutations qu'il y a au niveau de la protéine S permettent une meilleure transmissibilité, une plus grande contagiosité. Oui. Et pour le Delta+, je crois qu'on avait discuté sur ce Delta+. Je crois, mais on avait effleuré le sujet, parce que on a entendu parler du Delta+. Ses caractéristiques principales, c'est d'abord toujours cette transmissibilité contagiosité rapide. Le deuxième point, c'est qu'il a une affinité particulière aux pneumocytes, à la cellule du poumon. Donc il s'accroche rapidement. Et il a plus d'affinité. Et en troisième, c'est-à-dire ça c'est la littérature, ceux qui ont eu ce Delta+,
Et le deuxième, c'est qu'il échappe à la thérapie par les anticorps. Il échappe à cette thérapie. Parce que j'avais dit la fois passée que Trump, l'ex-président des États-Unis, avait été traité par cette immunothérapie, qui est par les anticorps. C'est ça, Faudel. Oui, oui, tout à fait. Oui, Ce que je voulais dire aussi, c'est que des études maintenant ont prouvé que les personnes, c'est un petit peu l'espoir, hein, il y a de l'espoir, c'est pas un tableau noir seulement la Covid. Oui, bien sûr, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses positives. Il y a des travaux qui se font, il y a des recherches qui se font. Des études ont prouvé que les personnes qui avaient été atteintes par le SRAS-CoV-1 en 2003 et qui ont contracté le SRAS-CoV-2 ou qui ont été vaccinées contre le SRAS-CoV-2 développaient des anticorps d'une meilleure qualité et qui protégeaient justement contre tous les variants. Donc il y a cette voie-là maintenant pour éventuellement fabriquer des anticorps dans un but thérapeutique, vous voyez. Donc beaucoup s'engouffrent dans cette voie thérapeutique. D'accord, la voie thérapeutique par l'injection d'anticorps, bon, on va dire que c'est la solution, mais bon, on ne va pas l'aborder maintenant, on va se reposer. Je vais vous offrir une belle chanson qui date quand même d'un quart de siècle, mais qui est toujours d'actualité, puis surtout pour rendre hommage à un ami qui nous a quittés hier, un grand journaliste, une vieille connaissance de 30 ans, Abdelrahim Kadoum. C'est quelqu'un qui est sorti en retraite. Bon, peut-être trop tôt, hein, on n'a pas eu le temps de... c'était un journaliste du journal Nasr. Puis il est sorti à la retraite pour se consacrer à l'association Waha d'aide aux familles cancéreuses. Un geste de bénévolat et d'altruisme extraordinaire. Et bon, je voulais lui rendre hommage. Là, on l'a enterré hier, parti trop jeune. Oui. Voilà. Et puis, bon, nos sincères condoléances à toute la famille. Et puis, il rejoint, en peu de temps, on a perdu quand même lui, Mustafa Bouchteb, et puis avant lui, Adlan Hamichi. C'est vrai que la scène journalistique constantinoise est en train de perdre de très grandes plumes, de très grands journalistes, mais c'est la vie et la vie continue. Allez, je vous offre la chanson Les Frères Bouhafs. الشمس تغيب والوقت يغرب عالما القمرة تضوي والنجوم تنور كي نشوف صابت عطفك وحنانك في ديك الليلة نرجع فرحان لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور نشوفوا صابت عطفك وحنانك في ديك الليلة هنرجع فرحان كل خير وأمان تمنيته ليا صافي طول الليل تعصي عليا ولما نبكي يا قلبي ما قصدك لحالي
والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيه والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحسن ومحروم لما الشمس تريد والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيهم والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحسن ومحروم معطلة من معطلة بس فكرتك يا الميمة معطلة من معطلة فكرت غيابك يا الحنينة شحال من سنين تعذبتي عليا شحال من سنين قاسيتي الحال قولي لي كيف راك يا الميمة كيف حوالك مع الأيام لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيهم والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحزن ومحروم S'il y a une belle chanson que j'offre à mon ami Samir Kennez qui a sa maman qui est un peu malade, Rabbi Yaj'alha Shfa, Inch'Allah. Et je sais que la maman elle est très importante dans la vie de toute personne et puis Rabbi Yaj'alha Shfa. Voilà, mais l'actualité est là, donc on parlait de ce delta qui nous a fait vraiment souffrir, il faut le dire. Oui. On parlait même de ce delta plus, mais bon comme c'est une petite variante. Est-ce que l'on peut s'attendre à un autre variant? Si vous permettez, Oui. je saute sur l'occasion. Hier, un ami m'a posé la question, est-ce qu'il peut y avoir un variant algérien? Pourquoi pas? Écoutez, à partir du moment où le virus se multiplie, à partir du moment où il y a un terrain propice et qui continue à se multiplier, il y a toujours ce risque d'émergence d'un nouveau variant. Qui pourrait être encore plus contagieux, moins contagieux, on ne le sait pas. Savoir. Ça, on ne peut pas le prévoir. Mais est-ce qu'il est possible qu'il soit déjà présent? Parce que bon, on a dit variant nigérian, variant britannique, variant indien, mais quand il est là, est-ce qu'il peut donner d'autres formes? Parce que, pour expliquer ma question, pourquoi? Parce qu'au début, la Covid, on ne savait pas, on croyait que ça s'arrêtait là, après c'est parti dans les poumons, après ça a touché les voies digestives avec des formes, des diarrhées aiguës, mais toujours avec cette asthénie, cette grande fatigue. Il y a des centaines de variants, il faut le savoir. Il n'y a pas que le delta, le nigérian, le britannique, Très il y a bien. des centaines de variants. Sauf qu'il y a deux grandes catégories de variants. Les variants d'intérêt, quand on se rend compte qu'il y a un variant qui émerge dans un pays ou dans des pays et qu'il commence à poser quelques problèmes sur le plan de la transmissibilité, etc., on les appelle les variants d'intérêt. Il y a les variants préoccupants, comme le delta qui s'est étendu de par le monde, qui est beaucoup plus contagieux, beaucoup plus transmissible et qui donne des formes graves. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un variant algérien qui est là ou pas? À partir du moment où il n'y a pas eu un variant qui a suscité des inquiétudes ici en Algérie, on peut considérer que non. On s'intéresse aux variants qui suscitent des inquiétudes sur le plan de la contagion, sur le plan de la gravité de la maladie, Oui. de la transmission. Très bien. Oui, vous Tout à fait, Ismaël. Un variant, c'est
c'est une variété d'un échantillon qui change, et que c'est que la fréquence et la gravité de ce variant font que ce variant sera préoccupant, ou c'est-à-dire qu'il donne des caractéristiques sur le plan transmission, sur le plan clinique, gravité, sur le plan même virologique, avec les changements. Et donc, je crois que le plus inquiétant, c'est son voyage, sa transmission, sa propagation, qui là, c'est ce qui inquiète le plus, je pense, les hommes de science. Tout à fait. Parce que le plus important, dans c'est des virus, ce qu'on appelle les virus respiratoires, dont la transmission est connue par... d'accord. Et c'est pour cette raison qu'on demande aux gens de respecter les mesures barrières, d'avoir une certaine distance physique, d'avoir un certain niveau d'hygiène. Alors, vous savez, en ce moment, il y a deux grands événements qui attendent. C'est d'abord la rentrée sociale, qui n'est pas loin de la rentrée scolaire. Tous les gens, avec cette réouverture des plages, je pense que les gens ont intérêt à se relâcher. Je pense que l'appel des scientifiques est, je crois, encore plus à la vigilance. Plus que jamais. Tout à fait. Il faut toujours qu'il y ait des rappels, avec des spots, avec les mesures, c'est-à-dire même, je pense que des fois, le respect des mesures par la voie répressive est demandé. C'est vrai qu'il faut demander, parce que si on met en place une loi, il faut l'appliquer d'abord, puis l'évaluer. Et avec ce risque de rebondissement, avec ce risque d'avoir, on a tendance à se relâcher parce qu'il y a réouverture des plages, parce qu'on a un petit peu, le confinement est passé de 20h à 22h. Il faut toujours rester vigilant sur le plan international. Tout le monde sait qu'il y a des pays où ils sont actuellement à la 4e vague. C'est ce que j'allais vous demander. Et les gens pensent qu'on peut être à l'abri. Non, je regrette infiniment. Avec la réouverture, l'augmentation du nombre de vols. Donc il y aura beaucoup de... Obligatoirement. Si on ouvre un peu, on allège un peu le confinement, il va y avoir... Mais toujours le respect des mesures barrières, c'est la seule chose qui va nous sauver. Je veux dire, autrement dit, moi j'ai 3 mots. Mesures barrières, vaccination, mesures barrières. Vous voyez, entre la vaccination... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mesures barrières, entre les deux, il faut faire une vaccination. Entre les deux doses... Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Si on avait, pas d'autre solution. On parlait, c'est vrai qu'il y a certains trucs positifs, certains indices positifs qui disent que l'on est en train, sur la bonne voie pour trouver le remède. Mais c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Avant de répondre à votre question, Smaïl, j'aimerais apporter quelques précisions parce qu'on m'envoie souvent des messages, on pose des questions. Et là, l'occasion m'est offerte pour en parler à la télévision. Bien sûr. On me demande si les femmes enceintes peuvent se faire vacciner ou pas. Les vaccins inactivés, si on prend le cas des vaccins chinois, les vaccins inactivés ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte. On a toujours vacciné les femmes enceintes avec des vaccins inactivés, ça n'a jamais posé de problème. Pour les vaccins ARN ou bien à vecteur, Sputnik, AstraZeneca, etc., jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas eu... jusqu'à présent, de grossesses qui ont été interrompues à cause de la vaccination ou de malformations qu'on aurait objectivées. Mais pour plus de précautions, peut-être le vaccin... C'est-à-dire que si une femme enceinte présente des facteurs de risque, par exemple diabète, hypertension artérielle, il faut vacciner. Il faut vacciner pour la protéger de la Covid. Très bien. On m'a dit pourquoi les enfants de moins de 12 ans, puisque l'âge minimal de la vaccination est de 12 ans, pourquoi les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être vaccinés. Jusqu'à présent, il y a des études cliniques qui sont en cours, justement chez les enfants, pour savoir, et apparemment il y a pour l'instant de bons résultats, pour permettre la vaccination chez les enfants de moins de 12 ans. Les études sont en cours. Pour ce qui est de la thérapeutique maintenant, de l'avenir, parallèlement au vaccin, il y a bien sûr des molécules qui sont élaborées dans un but curatif, pour stopper cette Covid. Et il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a des molécules qui sont en cours d'essai, donc anti-SRAS-CoV-2. Ce sont des molécules qui vont être
absorbés sous forme de pilules. Il faut savoir d'abord que les traitements contre les virus sont extrêmement difficiles à mettre au point. Parce que si on fait la différence entre une bactérie et un virus, la bactérie est une entité qui est autonome. Elle se multiplie toute seule, elle se développe toute seule. On peut, avec des antibiotiques, agir à différents niveaux de la bactérie. Par contre, le virus a besoin de la cellule. Il a besoin de nous. Et d'ailleurs, en s'en allant, les virus enveloppés prennent avec eux l'enveloppe, la membrane cytoplasmique de nos cellules. C'est-à-dire que l'enveloppe du virus, c'est notre membrane cytoplasmique. Alors on l'héberge et pour nous remercier... Et il prend un costume et il s'en va. Voilà. Donc vous voyez, pour mettre au point des médicaments qui peuvent agir sur les virus, c'est extrêmement délicat parce qu'on a toujours peur d'interférer avec la machinerie cellulaire, c'est-à-dire de provoquer des conséquences sur la cellule. Donc je disais qu'il y a des molécules qui sont sur le point d'être mises au point. On prévoit des molécules, des médicaments d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. C'est un grand espoir. Mais pour que ça soit généralisé, il faut compter au moins une année. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas se relâcher. Tout à fait. C'est ça le but. D'une part, et le coût. Oui. À quel prix ils vont nous proposer cette molécule? Parce que si je me rappelle des médicaments, des premiers médicaments contre le virus de l'hépatite C et de l'hépatite B, c'était des coûts exorbitants. Donc là aussi, est-ce que ça ne va pas poser problème? Il y a l'élaboration d'anticorps aussi, par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Les personnes qui avaient été contaminées par le SRAS-CoV-1 et qui ont contracté le SRAS-CoV-2 ou qui ont été vaccinées développent une qualité d'anticorps très prometteuse qui bloque tous les variants. Donc ça aussi, ça peut servir pour bloquer le virus. Ceci pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Et comme toutes les épidémies, il va y avoir une fin. Une fin, oui, une décrue. On espère rapide. Et il faut garder espoir. Mais parallèlement, on n'arrête pas de le dire, il faut s'arranger pour ne pas tomber malade. Il faut respecter les mesures barrières. Sommes-nous dans la décrue? Je vais rebondir sur la fin de ce qu'il vient de dire Faudel. C'est vrai qu'on espère la fin de cet événement qui est tragique pour le monde entier. Mais si on fait une petite récap sur l'épidémie espagnole, donc elle a duré... Qui est la seule qui ressemble à celle-ci. Voilà. C'est le seul... Il y a des similitudes. Voilà. D'ailleurs, l'OMS a fait des comparaisons entre les deux événements de 1918 et 2019-2020. Donc, plus c'est un siècle. Voilà, tout à fait. Je pense qu'elle a commencé, l'espagnol a commencé en février-mars de 1918. La fin de cette épidémie, c'était en juillet 1921. Donc 19, 20, 21, elle a duré à peu près 3 ans et demi. Et on n'est qu'à 18 mois de cette pandémie. Oui, mais peut-être qu'avec la technologie, cette technologie, les poussées scientifiques, l'évolution. Je pense même la technologie, si on parle de la technologie, c'est vrai qu'on est aujourd'hui à Constantine, à 18h, on pourra être à Dobé. C'est cette technologie qui a favorisé cette... Aussi, la propagation. Et on est passé de... Les épidémies, ça se comptait entre 50 et 60 ans, entre 2 épidémies, et ça va, ce truc, il s'est raccourci en 10, 20, 10, 40 ans. Donc on voit de plus en plus d'épidémies. Donc c'est pour cette raison qu'on demande à la population algérienne d'être vigilante. C'est très important de se faire vacciner. De profiter de cette opportunité. De se faire vacciner. Parce que c'est le seul moyen actuellement. C'est beau de dire qu'on aura des thérapeutiques, des antiviraux, et il vient de dire, Faudel, que le virus est difficilement maniable sur le plan thérapeutique. Donc du fait qu'il utilise la cellule humaine pour se reproduire, donc un petit peu c'est délicat. Donc le seul moyen, je l'avais dit, et je pense qu'il faut qu'il soit un slogan. Mesure barrière, vaccination, mesure barrière. Entre les deux, la vaccination entre 2 parenthèses, entre les mesures barrières. Il ne faut pas se relâcher, il faut toujours rester vigilant et puis respecter les mesures barrières, quel que soit, même si on est vacciné. Raison de plus, parce qu'on a constaté qu'il y a des réinfections. Même on est vacciné, quand on est vacciné, on a le virus en son sein. On a développé des anticorps pour le contrer. Donc, et ces variants
C'est-à-dire, le problème de ce virus, c'est que les scientifiques ont peur que ce virus échappe à cette vaccination. Heureusement, alhamdoulilah, mazalna, Pour l'instant, ça va. Nqoulou alhamdoulilah. ouais, le vaccin est efficace sur le Delta, sur pas mal. Donc, soyons vigilants, soyons tout le temps en veille, c'est-à-dire il faut faire Ouais. attention. Parce qu'il y Faut a pas beaucoup- baisser la garde. il y a C'est beaucoup- comme un boxeur, il y a le beaucoup combat de- continue. il y a beaucoup d'événements avec la rentrée sociale, il ne faut pas s'oublier. C'est vrai que l'État a fait un encadrement pour vacciner l'enseignement supérieur, l'éducation, les différents secteurs, Même les pharmacies ont commencé. l'I'lam, même Oui, tout le monde est vacciné. On essaiera de cadrer pour ne pas échapper. Mais quand même, il y a toujours des rassemblements en dehors des secteurs. Il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on soit Il faut dire la vigilant. vérité aussi. Hein. Ouais. On est de moins en moins vigilant. Tout à Surtout fait, on quand, s'oublie. Bah, vous savez, c'est proportionnel aux chiffres. Tout à fait. Quand Tout à il fait. y a la décrue, ben, les gens se relâchent. Je pense, À la limite, c'est humain, on va dire, mais bon, mais il faut. Ismaël, à 491 hier, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Les au gens contraire, on oublient est- que, je pense que le dernier chiffre de 400, c'était le 1er juillet. Juillet, août, ça fait 2 mois. باش ولينا ال 400 Ben, je vous dis, le 400, 2 mois وحنا c'était فوق ال hier. 400. Voilà, ouais. on est arrivé à 1900. Oui, et les gens ne comptent pas, mais quand on compte pendant 2 mois, ça Ils fait oublient. 60 jours, Oui. plus de 400 cas, c'est énorme. Ils oublient que la première vague, c'était à 600. Donc on est juste à la première vague. Même dans ces conditions, on est à la première vague. Je pense qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester vigilant. Vigilant, avoir son masque tout le temps, d'accord? Tout le temps, avoir cette distanciation. Et actuellement, on voit s'il y a un positif dans la famille, tout le monde est positif. Ouais, Tout le monde est positif, Smaïl. C'est ça qui est, c'est que la situation est extra- On va juste s'arrêter un court moment, marquer une page publicitaire, puis nous allons terminer ce débat qui a été beaucoup plus scientifique qu'autre chose. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'EMA. C'est l'EMA à faire. Voilà, il nous reste plus que quelques minutes pour clôturer ce débat qui s'est essentiellement basé sur, bien sûr, ce virus qui est là, qui ne veut pas partir. Faudel, Khalifa, si on avait... Bon, c'est vrai qu'on a donné beaucoup de conseils, on a dit ne lâchez pas, mais qu'est-ce qu'il faudrait encore plus pour convaincre les gens? Et d'aller se faire vacciner surtout, parce que c'est très important, et secondo, de rester vigilant. Écoutez, Ismaël, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain en matière de Covid. Plusieurs possibilités. Extinction du virus, je n'y crois pas. Comme ça, d'un coup, on a bon, ça. Avec le temps, mais je n'y crois pas beaucoup. Émergence d'un nouveau variant, c'est une possibilité. C'est très probable C'est une aussi. possibilité. Ou bien ça risque de devenir une maladie saisonnière. Moi, je crois qu'il faut être sage et logique. Il faut se faire vacciner. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Si on a un nouveau variant qui émerge, qui sera peut-être encore plus contagieux que le Delta, ou bien que le Delta plus, on risque d'avoir de gros problèmes. Donc la seule manière de se prémunir, de se protéger, c'est de se vacciner, de se faire vacciner. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On n'a pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution pour l'instant. Il n'y a pas encore de médicaments. On en a parlé, il n'y en aura pas peut-être avant une année. Au moins. Et donc, pour gérer cette période, Et même si le médicament existe, il va coûter très cher. Donc ce ne sera pas à la on portée ne de sait tout le pas monde. combien ça va coûter. Il se pourrait que ça coûte très cher et que ça ne soit pas accessible pour tout le monde. Donc, il y a cette possibilité de se prémunir, c'est de se faire vacciner tout simplement. Ouais. C'est un geste anodin qui va vous sauver la vie et la vie de vos proches. Et surtout rester... Et rester vigilant. oui, bien bien, sûr. se laver Mais ça, les mains. On l'a tellement dit que... on a tellement dit. mais il faut... Parce qu'on voit au dehors, les gens enlèvent le masque. Ouais. Oui, alors que c'est le seul moyen de se protéger. Et
on a senti cette baisse de la vigilance par rapport au début de la pandémie. Moi, je me rappelle que quand on avait commencé à faire la PCR et que nous avions 17 wilayas, on m'appelait à la maison pour me dire bon courage. Bon courage. On m'avait presque condamné à mort. Pratiquement. Hein, et des gens m'évitaient. Hein, la dernière cigarette du condamné à mort. Ils se sont remis à me toucher la main, à me toucher le poing, etc. Et j'ai senti qu'il y avait à enlever le masque, une baisse de la vigilance. Et on le constate tous les jours, hein, malheureusement. Un dernier mot Smaïl, c'est que le comportement sociétal ou individuel à haut risque y est Kane. On est toujours dans ce comportement. Je pense qu'il faut lire, il faut s'informer, parce que l'ennemi numéro un, c'est l'ignorance, tout simplement. Oui. C'est l'ignorance. Il faut savoir aussi que les services de santé sont saturés. Sont fatigués. Aujourd'hui, on est à plus de 100 cas hospitalisés au CHU uniquement, je pense 133 ou 135 hospitalisés. Et qui ont tous besoin d'oxygène pour respirer. Et qui ont besoin. Les hospitalisés sont tous. Sans les cas graves. Ont besoin de cette oxygénothérapie. Donc évitez d'y aller vers. Évitez de participer à la propagation de ce virus. Mettre une bavette, c'est rien du tout. C'est vrai, tout le monde dit qu'on va être asphyxié. Je pense qu'une bavette qui gêne à la respiration mieux qu'un masque d'oxygène qui est nécessaire pour sauver sa vie. C'est mieux que d'être étouffé. Voilà, étouffé par le virus. C'est vrai que les gens ont peur, une petite réticence vis-à-vis du vaccin. C'est toujours par ignorance. Parce que s'ils s'informent quels sont les effets indésirables, des vaccins sont minimes. Ils n'ont qu'à voir autour d'eux. شكون هو اللي دار vaccin ou شكون اللي صرات له un effet indésirable. Je pense que le virus fait plus de victimes que le vaccin. Donc, je reste toujours sur la barrière, mesures barrières, vaccination, c'est une obligation. Je pense qu'on n'a pas d'autre remède. On n'a pas. Et mesures barrières, c'est ça, mesures barrières, vaccination. Éviter les attroupements, les regroupements, c'est de facto. Moi, je suis toujours d'avis, on devrait interdire les mariages. Ah oui, tout à fait. Ça ne sert à rien. Ah oui, hier uniquement, avant-hier, il y avait des mariages, il y avait des cortèges, et tout le monde s'en fout. Après un mariage, c'est une catastrophe. Ouais. C'est des gens qui tombent malades, c'est des gens qui sollicitent. C'est après un mariage ou un enterrement. Hospitalisation. C'est ça peut-être qu'il faudrait. Il faudrait appeler les citoyens à rester vigilants. Et puis le risque zéro n'existe pas, mais il faut prendre le risque de rester vivant. C'est mieux que de prendre le risque de mourir. Voilà. Je pense, hein. Tout à fait. Si on peut clôturer. Tout à fait. Vigilance, prudence. Voilà. Et continuer à respecter la distanciation. Messieurs, oui, alors une dernière. Je vous souhaite de bonnes vacances. Pas encore, hein. Il me reste une émission. Pas encore. Hein. Mais mercredi, Inch'Allah, après mercredi, n'oubliez pas de porter votre bavette pendant vos vacances. Oui, bien J'insiste. Allez, bien sûr, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur Fodil Khalifa. Merci d'avoir été notre invité, professeur Nadir Bossof. Merci à vous beaucoup. Je vous remercie d'abord pour votre disponibilité, votre gentillesse, et puis vous nous avez éclairé. Sincèrement, on a eu beaucoup d'informations. J'espère qu'elles nous seront utiles. Nous, téléspectateurs, citoyens qui écoutons, arrêtez de vous relâcher. La maladie est encore présente, donc respectez les mesures barrières, le port du masque, le gel hydroalcoolique ou tout simplement du savon, et surtout respectez la distance. Eh bien, il faudra attendre peut-être le remède du miracle pour encore reprendre la vie antérieure, mais pour l'instant, c'est pas pour demain, donc il faut rester vigilant et surtout allez vous faire vacciner. Moi, je vous offre une autre chanson, peut-être une vieille chanson, on va voir avec Halim El-Batni. عاشق زين والحب هذا الغطاء
عاشق لله مزيد عاشق طفت عقلي راحت ونجاه مزيد عاشق لله مزيد عاشق سهرة لا لا نورها موديها لا تحردني بنورها يما بدل عقلي زينة زينة يا يما العين كبيرة لا بقدي يحملها بطلع وسري بان صغيرة ومسهرة لا لا نورها موديها لا حردني بنورها يما بدل عقلي زينة زينة يا يما العين كبيرة لا بقدي يحملها بطلع سريبة دب وحدة ستي هواني دب وحدة يدلنا زدي عذابي وحدة بوحدة ستي هواني دب وحدة يدلنا زدي عذابي طن للا بذهب مرق وما زمك دوما للا وانا يا نجوم ولا تلعي انا يما مشيت زعب العين عيونها تشهد فيا وانا حيار لبس القفه طن للا بذهب مرق وما زمك دوما للا وانا يا نجوم ولا تلعي انا يما مشيت زعب العين وعيونها تشهد وانا حاير من زيد نعشاك وانا صغير من زيد نشكي لله غير بهمني من زيد نعشاك وانا صغير من زيد نشكي لله غير بهمني الزينة يما صبر وهبة لا يما بهم عليا لها ولا حرق على عشت محانة يا يما داري لهبا والقلب ولا لا والغرام عذاب حلت الزينة يما صبر وهبة لا يما بهم عليا لها ولا حرق على عشت محانة يا يما داري لهبا يا عاشق الزين يغرك الغرام لزين فاعل لله قالوها قبل يا عاشق الزين يغرك الغرام لزين فاعل لله قالوها قبل Halim Sahraoui de Batna, mais une très vieille chanson hein, qui date de 95 je pense. Mais c'est toujours bon, un peu de nostalgie aujourd'hui. Ah bah oui. 96, voilà. Bon, l'émission de 96, mais le clip date de 95. Voilà. Alors on change, on change de wilaya, on va parler de Sétif, mais toujours en parlant de Covid. Mais là, on va beaucoup plus s'intéresser au mouvement associatif et tout ce qui se fait eh bien, au sein des associations. Bon, nous le recevons pour la deuxième fois, le président de l'association INSAF, Adel Bourzgan Marhaba-Bik. Merci d'être là. Voilà. Merci d'avoir fait le déplacement encore une fois. Je vous mais bon, mais c'est pour la bonne cause. Il n'y a pas de souci. Alors l'événement, c'est que bon, vous avez fait, vous restez toujours bien sûr très actif dans le domaine de la solidarité pour aider bien, les citoyens à mieux se prémunir. Alors qu'est-ce que vous avez fait exactement cette fois-ci? Donc bonjour Ismaël, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin donc sur Canal Algérie. Donc, comme vous l'avez dit, donc, nous, on est toujours dans notre rôle de société civile qui vient en complément
de tout ce qui se fait par les pouvoirs publics. Bien sûr, dans vous la êtes des lutte, partenaires. Voilà, dans la lutte de la Covid-19. Et d'ailleurs, c'est ce qui est beau. Donc c'est tout le monde qui s'est uni en face d'un ennemi commun, donc la Covid-19. Donc nous, ces derniers jours, on a organisé une formation dans le but d'organiser des campagnes de sensibilisation. Donc on continue toujours à sensibiliser. D'ailleurs, c'est notre rôle premier en tant que société civile, parce qu'en fait, c'est nous le relais entre le citoyen et les pouvoirs publics. On est les mieux placés pour jouer ce rôle. Donc, mais avant d'aller sensibiliser sur le terrain, on a eu quelques recommandations par rapport aux jeunes qui font la sensibilisation. C'est qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre à toutes les questions des citoyens. Par les citoyens. Posés par les citoyens, voilà. Donc on a pensé en premier à former aujourd'hui même. Donc il y a une 3e session. Donc on a commencé mercredi passé. Donc on a formé 45 personnes. Donc c'est des cadres associatifs et des cadres institutionnels en même temps. C'est des cadres de la DGS, de l'Office des établissements de jeunesse, de la DAS, même des affaires religieuses. Et aussi des cadres associatifs. On va dire, c'est les gens qui sont en contact direct avec les jeunes, les citoyens. Voilà. On va juste voir le reportage de notre ami Saïd Belounis qui s'est rendu à la première session qui s'est déroulée mercredi passé à Sétif. Le compte rendu pour s'apercevoir de ce qui a été fait. Bon, on a aussi le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif, Yazid Zouaoui, qui explique un peu, mais aussi les bénéficiaires de cette formation. Après, vous allez nous donner de plus en plus d'explications. Okay. اليوم نحضروا المحطة من محطات اللي قمنا بها، محطة من المحطات التحسيسية اللي قمنا بها بعد ما انطلقنا في المرحلة الأولى يعني الأفعال اللي لازم نقوموا بها هي ارتداء الكمامة، التباعد، غسل اليدين. اليوم مع تطور الفيروس تطورت حتى الحملات التحسيسية، واليوم رجعنا نتكلموا مع الشباب ونقول لهم لازم نلقحوا اليوم، لازم اللقاح، ما كانش حل واحد آخر بلا اللقاح. اليوم هذه الدورة التحسيسية حتى العنوان تاعها كان يعني مطابق، وقلنا أن مكافحة الفيروس هي مسؤولية الجميع، وحنا كقطاع الشباب والرياضة عندنا شريحة اللي نتعامل معها، هي الشريحة هذه، هي الشريحة الحساسة اللي لازم تفهم باللي اللقاح، لازم اللقاح باش نخرجوا، باش نديروا الجماعة، المناعة الجماعية، باش نعاودوا نرجعوا للحياة العادية نتاعنا. لازم لنا المناعة الجماعية. المناعة الجماعية نديروها كاين حل واحد آخر، حل واحد فقط وهو التلقيح. التلقيح في متناولنا. قطاع الشباب والرياضة بالتنسيق مع قطاع الصحة فتحنا خاصة في النقاط تاع التلقيح تاع قطاع الشباب والرياضة تقريب 30 نقطة، يعني لقحنا في قطاع الشباب والرياضة 15,000 يعني مواطن. الحمد لله يعني التلقيح راهو عند باب دارك، ما عندك غير باش تروح تلقح اذا بغينا نرجعوا للحياه الجماعيه. وفيه ايضا تعليمات ايضا انه لا سيزون هذا الموسم هذا الرياضي اللي راح ينطلق 2021 2022 محتم عليك باش دير التلقيح، سينو ما تقدر تدخل الملعب، ما تقدر تمارس رياضه، ما تقدر تستفيد من المزايا اللي قدام قطاع الشباب والرياضه. ولهذا اليوم كانوا حاضرين معنا اطارات تاع قطاع الشباب والرياضه، ايضا الجمعيات اللي شاركتنا باش تقوم بالعمليه التحسيسيه في الشوارع، في الاماكن العموميه، في كل مكان وين يتواجد الشاب تاعنا وين يتواجد المواطن تاعنا راح يلقاو هاد الناس هذو. جبنا اخصائيين اللي ممكن جدا كاين تساؤلات كثيره ما عندهمش اجابه عليها. اليوم هاد الاخصائيين تاع قطاع الصحه عطاونا يعني لي نوسيون دو باز، يعني المعلومات القاعديه اللي نقدروا نقدموها للمواطن تاعنا باش يروح يلقح. كانت هذه دورة تكوينية جد كما نقولوا حنايا ممتازة، تعرفنا بزاف وهزينا معلومات بزاف لهذه الدورة التكوينية، وقدرنا نوصلوا كما نقولوا حنا المعلومات نستفادوا منها للمجتمع ونقدروا نفيدوا بها المجتمع تاعنا، خاصة الدكاترة اللي حضروا معنا والفارماسي اللي حضروا معنا. اليوم بدعوة كريمة من جمعية الإنصاف اللي شرفتنا يعني بهذه الدعوة الكريمة، وهي حضور
دورة تكوينية فيما يخص كيفية الوقاية من كوفيد 19. كانت دورة غنية جدا بالمعلومات. كان عندنا أفكار جد سيئة تاع التداوي العشوائي فيما يخص التداوي اللي يكون عنده أعراض خفيفة يروح يجري يداوي روحه وحده. اليوم دينا معلومات قيمة أنه موش التداوي راح يكون عشوائي، لابد من زيارة طبيب أولا والأخذ برأي الطبيب أولا قبل كل شيء. نداء ثاني للمرأة الجزائرية كامل أنها تدير اللقاح حتى تحافظ على الوسط العائلي تاعها، الزوج، الأولاد، العائلة بصفة عامة، وكل المرأة لازم لها تدير اللقاح تاعها. نحن اليوم كجمعية ولائية للشباب المتطوع لولاية سطيف، ومن قناعتنا بمثل هذه الأعمال التحسيسية أو التكوينية، اليوم لبينا دعوة جمعية إنصاف والمتمثلة في دورة تكوينية متعلقة بآليات وطرق التحسيس لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين وخاصة منهم الشباب لغرض التلقيح. احنا اليوم حضرنا هذه الدورة التكوينية، أكيد استفدنا من خلال الدكاترة المختصين، واستفدنا كذلك من الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا الوباء. اليوم إن شاء الله احنا رايحين من خلال هذا التكوين رايحين نبلغوا الرسالة وما استفدناه من هذه الدورة. Voilà, donc c'était le reportage de notre ami Saïd Bellounis. Je pense que oui, bien sûr, on le salue parce qu'il fait beaucoup de bonnes choses à Sétif. Hein. Il est très actif, tout comme la société civile à Sétif, qui est très présente sur le terrain. Et là, on a vu quand même que il y a du répondant chez les autres associations. Ben exactement. Le but, c'est aujourd'hui, il ne faut pas qu'une organisation, une association travaille seule dans son coin, ça ne marche pas. Ouais. Donc il faut ce travail en réseau, donc on travaille tous ensemble, parce que quand on est ensemble, quand on est unis, on va certainement atteindre des résultats qui sont l'union fait la force. Voilà, exactement. Des résultats plus intéressants. Pour revenir au projet, donc le but, ce n'est pas la formation ce n'est qu'un moyen, mais le but c'est d'aller sur le terrain. Hein. Et aussi, il y a notre terrain, parce que là on va viser les jeunes qui sont de 20 à 40 ans. Aujourd'hui, il faut le dire, donc c'est la tranche de société qui résiste le plus par rapport à la vaccination. Donc notre rôle, c'est de former des jeunes qui vont aller eux-mêmes sur le terrain. Je ne vous cache pas, donc un jeune, il transmet mieux le message vers un autre jeune. Plus vite et puis le message est mieux parce que les deux à peu près ont le même âge. Ça se passe entre jeunes, donc ils se comprennent mieux. Donc on va organiser 20 campagnes de sensibilisation qui vont sillonner 20 communes chefs-lieux de Daïra, et on prépare aujourd'hui, donc le 4 septembre prochain, ça sera un big day, comment dire, c'est le grand jour, c'est la journée nationale de la vaccination, c'est décidé par le ministère de... C'est un événement qui sera organisé sous l'égide du ministère de la Santé. Ça va se dérouler sur tout le territoire national et c'est une campagne de vaccination tout azimut pour toucher le maximum de... Et l'objectif, comme je l'ai dit dans les coulisses, donc c'est de vacciner 1 million de personnes le 4 septembre. Donc ça, c'est vrai que c'est un objectif très ambitieux, mais je pense que aujourd'hui même, donc à la wilaya de Sétif, il y a une réunion de coordination qui va regrouper tous les acteurs, donc au niveau de l'université de Sétif, présidée donc par Monsieur Loueli en personne, pour un petit peu, donc il faut que tout le monde. Alors quel rôle vous allez jouer vous dans ce day, cette journée de vaccination? Exactement. Quel rôle vous allez jouer en tant qu'association? Donc le 4 septembre, il y aura déjà 5 caravanes de sensibilisation, donc ils vont démarrer du chef-lieu de wilaya et qui vont aller vers les 4 coins de la wilaya pour un petit peu faire de la sensibilisation. Donc on va sensibiliser sur 2 choses. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui le mot d'ordre, la priorité c'est la vaccination, mais il ne faut surtout pas oublier le respect des mesures barrières. Donc le port de la bavette, la distanciation sociale, le lavage des mains, ne pas se regrouper dans des lieux fermés. Voilà, donc ça sera on va distribuer des flyers. On va parler aux gens, donc on va parler un message adéquat à la population. On va partir dans les cafés, dans les mosquées, dans les bureaux de poste. Donc vous allez vous rendre dans tous les espaces où vous allez trouver des citoyens, voilà, tout en leur demandant bien sûr de respecter et les mesures barrières et bien sûr la distanciation, le port du masque, mais aussi d'aller se faire vacciner. C'est important.
D'autant plus que je sais que les jeunes, ils aiment le football. Exactement, exactement. Ça a été décidé déjà. Et ils ne pourront pas rentrer au stade, s'ils ne sont pas vaccinés. Donc voilà, donc, si vous voulez, c'est vrai que l'acte de vaccination aujourd'hui, il est volontaire, il n'est pas obligatoire, mais il y aura certainement des restrictions. Donc par exemple, vous avez cité l'exemple du stade, un jeune qui n'est pas vacciné, demain il ne peut pas voir son équipe préférée. Ici à Constantine, là, à Sétif, on sait qu'on respire le football. Oui, et donc c'est l'occasion, il faut se faire vacciner pour... Là, c'est l'un des arguments que vous allez utiliser pour convaincre les jeunes. Exactement. Quels sont les autres arguments Exactement. Et déjà, c'est le but de la formation. Donc, si vous voulez, les jeunes qui ont été formés, ils ont maintenant... Ils sont armés, hein, ils vont partir donc, vers cette campagne avec des armes scientifiques. Donc, ils ont toutes les réponses à toutes les questions possibles qui seront posées par les citoyens et surtout les jeunes. On sait les jeunes vont partir pour parler aux jeunes dans les cafés, dans les stades, donc partout pour un petit peu essayer de les convaincre par la vaccination qui reste la seule et unique solution pour le moment pour revenir à la vie normale. D'ailleurs même qui n'est pas pour demain. Qui n'est pas pour demain. Voilà, ça prend du temps. Mais pour revenir le plus rapidement possible, ça dépend de nous. Ça dépend de vous, de votre comportement, de notre comportement. Et aussi, dans un deuxième temps, Inch'Allah, ça sera dans le mois de septembre, on va toucher les jeunes aussi à travers Internet, hein, donc à travers les réseaux sociaux. Hier, j'ai parlé à un ami, on va les toucher à travers Facebook. Comment vous allez Maintenant, les jeunes sont sur TikTok, sur Snapchat, ils sont sur d'autres réseaux sociaux. Et là, on doit s'adapter parce que ça ne sert à rien de faire des messages qui ne seront pas... Écoutez. Même les vidéos qu'on va publier sur les réseaux sociaux, ça sera des petites vidéos d'1 minute à 2 minutes maximum. Et donc, on va essayer aussi de réaliser des petits courts-métrages avec des artistes qui sont professionnels. Est-ce que vous avez les moyens cinématographiques de faire des petites vidéos, bon, pas seulement avec le portable, mais... Alhamdoulilah, aujourd'hui, avec l'appui du plan national, du programme des Nations Unies pour le développement, ou là, avec le ministère de la Santé, donc on a eu des petits financements pour qu'on puisse quand même monter tous ces vidéos. Et aussi, on va organiser des concours, donc concours en infographie, des affiches qui vont faire de la sensibilisation, et aussi des concours photos. On aimerait bien que les photographes, qui sont un petit peu les jeunes photographes qui sont doués dans ce domaine, prennent des photos, et on va aussi les encourager avec même des prix, et il y aura un jury qui va évaluer. Ça serait bien de faire des petits spots, des petits scénarios, des petits films de courts-métrages d'1 minute 30 pour convaincre. Mais c'est ça le but, c'est ça le but. C'est vrai qu'on va faire appel à des gens du métier. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour dire, ce qui est bien dans cette histoire de Covid-19, c'est que les scientifiques on consulte les scientifiques dans tout. Ça veut dire même aujourd'hui, même pour concevoir un flyer, on va le faire valider par des médecins. C'est ça qui est bien. Et ce qu'on a compris, c'est que la Covid nous a fait comprendre que les hommes de science sont incontournables, qu'il faut les un peu oublier, mais maintenant, je crois qu'ils sont en train de regagner leur place. Et même dans le futur, je pense qu'on doit faire appel à chaque fois aux gens du métier, aux spécialistes. Aux professionnels. Arrêtons de parler, tout le monde parle dans tout. Et là, aujourd'hui, tout le monde dit n'importe quoi et n'importe quoi. Et aussi, il y a cette histoire de fake news aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On doit... vous, en tant qu'association, comment vous allez combattre ces fake news, ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux? L'idée, c'est il faut investir l'espace. Cet espace aujourd'hui de réseaux sociaux, il faut l'investir, il ne faut pas le laisser entre les mains des gens qui n'ont rien à voir avec la science, parce que les gens qui sont aujourd'hui, entre parenthèses, contre le vaccin, ils n'avancent aucun discours, argument, un langage scientifique. Par contre, nous, on doit investir ce terrain pour un petit peu, il faut donner la parole aux scientifiques, il faut faire avancer des personnes auxquelles les gens font confiance. Aujourd'hui, quand on a un sportif ou là, un acteur que les gens aiment, que aiment regarder, quand il va véhiculer ce message, les gens vont être convaincus. Plus réceptifs. Plus réceptifs, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, donc ce projet, il va
et c'est allé jusqu'au 31 décembre 2012. On va, le mot d'ordre, donc ça sera... C'est pas seulement pour la rentrée sociale ou non, c'est jusqu'au 31 décembre. C'est un ensemble d'activités qui sont homogènes. Donc une activité, elle a une relation avec l'activité précédente. Donc l'idée, c'est de sensibiliser et sur le terrain, à travers ces caravanes de sensibilisation, et sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables. Il faut dire que c'est votre relais. Parce que bon, c'est vrai, c'est bien beau d'aller, mais tout le monde ne va pas au café, tout le monde ne va pas au marché, tout le monde. Il y a certains jeunes qui s'enferment chez eux ou préfèrent s'isoler dans un coin avec son portable. Et voilà. Et si tu permets, Smaïl, j'insiste aussi sur ce partenariat qui nous relie aujourd'hui, société civile avec les pouvoirs publics. Ça aussi, c'est très très important de travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, c'est vrai qu'ils ont cette grande responsabilité un petit peu de lutte, mais eux seuls, ils ne vont pas arriver. Nous, société civile, on est là. Et je cite l'exemple le secteur de la jeunesse et des sports. Donc on travaille en harmonie. Toutes les activités qu'on fait, on les fait en partenariat. Donc même les bénéficiaires, on prépare nos activités ensemble. Même nos projets, on les prépare ensemble. Parce que pour ne pas déjà répéter les mêmes actions, parce que c'est et aussi pour arriver à une population plus grande, et aussi pour atteindre des résultats qui sont plus intéressants. En d'autres mots, pour être plus efficace, c'est bien de travailler ensemble. Et surtout qu'à Sétif, vous avez quand même beaucoup d'associations, mais aussi quand même un bon directeur de la jeunesse et sport qui est très actif et qui est sur le terrain. Exactement. Donc ce qui est bien dans le directeur, c'est qu'il est à l'écoute. Donc à chaque fois qu'on présente une initiative, il est là pour encourager, pour soutenir, pour aider un petit peu. Et je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes ont besoin de cet accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent créer des associations, qui veulent bien faire. Ils sont très attirés. Des fois, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut être encadré, il faut être canalisé, il faut avoir les arguments. On a parlé. Et puis vous, en tant qu'association, vous offrez quand même ces outils, ces moyens. C'est bien de travailler dans la sensibilisation, mais aussi sur d'autres aspects peut-être. Exactement. Aujourd'hui, même les anciennes associations qui ont des moyens, ils doivent les mettre à la disposition des nouvelles associations, ou là même des jeunes qui sont pas encadrés dans des associations. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, il y a uniquement 2% de jeunes qui sont dans les associations. C'est des études qui l'ont prouvé. Et les autres ? Et les autres, on doit leur offrir les espaces, les attirer par le travail associatif, et donc les aider, les encadrer, comment dirais-je, les convaincre de venir avec vous. Bien sûr, exactement. Et ça, c'est à travers le travail qu'on fait, nous, associations, à travers notre communication aussi. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on les met sur les réseaux sociaux, sur nos sites, pour que les jeunes voient qu'il y a quand même des associations qui sont sérieuses, qui sont des acteurs, parce qu'aujourd'hui, les associations ne doivent pas rester uniquement des bénéficiaires, bénéficiaires et attendre un petit peu les politiques publiques. Il faut quand même prendre des initiatives et aller frapper les portes donc, des pouvoirs publics, des médias aussi. Aujourd'hui, les associations doivent aller aux médias. Je vous remercie pour l'occasion. Vous savez, on fait notre boulot. Croyez-moi que cette émission, par exemple, ça rentre dans la promotion du travail associatif. Il y a des gens qui vont nous voir peut-être en direct, il y a des gens qui vont nous voir après en mettant cet enregistrement sur les réseaux sociaux, et ça encourage. Ça rentre dans le programme de communication de votre association qui est active sur le terrain. Et ce qui est bien, c'est que vous appelez aussi à une coordination des associations pour travailler ensemble. Exactement, c'est le but. Nous, ça fait depuis 2014, on milite toujours pour ce partenariat et ce travail en réseau. Seul, on ne peut pas, parce que, et quelque part, c'est du bon sens. Toutes les associations ont un objectif commun, c'est un petit peu améliorer le cadre de vie des citoyens. Mais toutes les associations travaillent pour ça. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas travailler ensemble. C'est vrai que chacun peut-être a ses propres activités, mais on doit se voir souvent dans des grandes activités pour un petit peu être efficace et efficient aussi. Parce que la différence entre l'efficience et l'efficacité, c'est l'argent. Parce qu'on n'a pas tout le temps l'argent pour faire nos activités. L'idée de travailler ensemble, ça va nous permettre aussi de gagner en coût et en moyens aussi. Être plus rentable et minimiser les coûts. Exactement. C'est bien, je ne sais pas si en fin d'émission, si vous avez des messages ou bien à lancer envers toute la population, notamment à Sétif, pour rejoindre vos actions. Je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la vaccination, tout en n'oubliant pas
le respect des mesures barrières. Le 4 septembre, donc, ça sera une journée nationale de vaccination. Il faut aller vacciner, il faut se faire vacciner. Ce n'est pas uniquement les parents. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont convaincu leurs parents, mais eux, ils ne sont pas allés pour se faire vacciner. Il faut aller se faire vacciner. C'est le seul moyen, surtout, que l'entrée dans les stades, l'entrée dans les espaces, ça va se faire à travers la vaccination. Donc profitez et gagnez du temps. Et aussi, un dernier mot, pour ce Covid, et il faut garder toujours l'espoir. Inch'Allah, on va revenir le plus tôt possible à la vie normale et on va retrouver les voilà. Bien sûr. Vous savez, c'est vrai que respecter les mesures barrières est le seul moyen d'abord d'éviter le contact, d'éviter la contagion et puis surtout se faire vacciner pour minimiser les dégâts de ce virus qui est là, qui n'est pas parti. Il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'il y a une réouverture et des espaces publics et un allègement du confinement que c'est fini. Voilà. Adel Bourgazen, voilà. Merci d'être là. Vous représentez l'association INSAF, que l'on salue parce que vous faites beaucoup d'efforts. On salue tous les membres parce que je sais que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je profite pour saluer tous les adhérents de notre association, tous les bienfaiteurs aussi, les donateurs, les pouvoirs publics aussi qui sont en train de nous accompagner, les associations avec lesquelles on travaille sur le terrain. Inch'Allah, l'avenir sera meilleur. Et rendez-vous donc est pris pour le samedi 4 septembre. Vous serez sur le terrain avec des flyers, des bonbons, des bavettes, du gel. On va Inch'Allah animer. Et le but, c'est que les gens, le samedi même, il faut qu'ils vont pour faire la vaccination. Pour les plus récalcitrants. Les mazalos, et l'idée aussi, c'est de communiquer sur les centres de vaccination qui sont dans les communes, là où on va, Inch'Allah. Très bien. Il faut dire que le dispositif est mis en place. C'est le branle-bas de combat, on va dire, pour samedi. C'est une mobilisation citoyenne et puis des pouvoirs publics pour essayer d'atteindre l'objectif qui est de faire vacciner 1 million en un jour. Vous n'avez donné l'exemple de l'Inde. L'Inde, je viens de lire qu'ils ont vacciné 10 millions de personnes en une seule journée. C'est un record mondial. Allez, on va essayer de faire 10% challenge. On va essayer de vacciner le maximum de personnes samedi prochain, Inch'Allah. Adel, merci d'avoir fait le déplacement de Sétif pour nous accompagner ce matin. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui a été consacrée essentiellement à la Covid et bien sûr, mais sous différentes formes. En fin d'émission, voilà, je voudrais remercier toute l'équipe, tous les collègues, les techniciens, ceux qui sont mobilisés depuis tôt le matin pour nous permettre de vous retransmettre cette brise d'été à partir de Constantine, à partir de la station régionale de Constantine. Et la réalisation est assurée par notre ami Nabil Yagoubi et puis toute l'équipe technique qui est mobilisée. On les remercie et on se retrouve, Inch'Allah, mercredi prochain pour une dernière brise d'été à partir de Constantine pour cette saison estivale. D'ici là, bonne journée. N'oubliez pas la distanciation, le port du masque et le gel hydroalcoolique. Et puis les retardataires, allez vous faire vacciner parce que c'est très 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 important. C'est surtout un geste d'altruisme et puis pensez à vos parents, pensez aux gens qui sont fragiles que vous pouvez contaminer. Voilà, merci de nous avoir suivis un mercredi, mais on va se quitter quand même en chanson.